j'ai le plaisir d'accueillir Charles Friese, secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure. Voilà, je vous cède la parole et le pupitre. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de participer à ce premier forum de sécurité de Paris. Merci à l'Acadème et au général Durieux de leur invitation. Je n'ai pas besoin de vous dire que, vu de Bruxelles, cette initiative est vraiment excellente, parce que je crois que c'est très important de débattre, y compris à Paris, des grands enjeux stratégiques auxquels font face la France et l'Europe. Je suis en poste depuis près de 4 ans auprès du haut représentant, Josep Borrell. Je suis en charge des questions de sécurité et de défense au Service européen d'action extérieure. Et donc, effectivement, comme ça a été dit par M. Chauvelot, mon objectif dans les 20 minutes qui viennent, c'est de vous présenter d'abord l'impact de ce conflit en Ukraine sur l'Europe de la défense, et puis de vous exposer les principaux défis, selon moi, à relever dans les prochains mois. La guerre en Ukraine, à l'évidence, est un tournant pour l'Europe de la défense. C'est son Zeitenwende. Ce qu'a fait l'Europe depuis 2 ans dans la crise ukrainienne, je crois, a constitué pour beaucoup une bonne surprise, avec une Europe qui a apporté une réponse forte, rapide et unie face à l'invasion russe. Et c'est une réaction, je pense, à laquelle ne s'attendait absolument pas Vladimir Poutine. Moi, je vois dans cette réaction européenne à la crise ukrainienne une nouvelle illustration que l'Europe, elle progresse que sous l'impact des crises, que lorsqu'elle a le couteau sous la gorge, qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit faire preuve d'audace. On l'avait vu dans l'affaire du Covid, on le voit à nouveau depuis 2 ans. Adoption de 13 paquets de sanctions, qui n'ont pas certes stoppé la machine de guerre de Poutine, mais qui ont considérablement affaibli son économie. Réduction drastique de notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Accueil de millions de réfugiés sur notre sol. Soutien massif apporté à l'Ukraine. Vous savez que le chiffre, c'est 88 milliards d'euros, si on additionne tout ce que font les États membres et ce qu'on fait au niveau européen. C'est un chiffre supérieur à ce que font les Américains. Et puis, bien sûr, aussi le lancement du processus d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Mais je crois que c'est surtout dans le domaine militaire qu'on a le plus innové en brisant plusieurs tabous. 1. L'Union européenne finance pour la première fois la livraison d'armes à un pays en guerre, grâce à un nouvel instrument qui avait été créé quelques mois avant le début de la guerre, la Facilité européenne de paix. Ça a été un instrument très efficace, un instrument de solidarité politique et financière, qui a encouragé les États membres à donner plus d'équipements militaires à l'Ukraine parce qu'ils savaient qu'ils en seraient partiellement remboursés. Et cet instrument a tellement bien marché qu'on a dû à plusieurs reprises le réabonder. Deuxième exemple, l'Union européenne a lancé en quelques mois sa plus grosse mission militaire de son histoire pour former l'armée ukrainienne. 40 000 aujourd'hui, 60 000, c'est l'objectif à l'été prochain. Troisième exemple, l'Union européenne s'est lancée dans de nouveaux chantiers qui, à mon avis, étaient tout à fait inimaginables avant la guerre. Vous savez que le budget communautaire finançait déjà des projets de recherche en matière militaire grâce au Fonds européen de défense. Et bien, nous avons créé 2 nouveaux instruments. Un, pour encourager les États membres à acheter ensemble, c'est ce qu'on appelle l'instrument EDIRPA. Et le deuxième, c'est pour soutenir l'industrie de défense. C'est l'instrument ASAP qui permet de subventionner les entreprises qui développent leur capacité de production de munitions de missiles. Je peux vous dire qu'à mon avis, ça, c'était inimaginable avant le 24 février 2022. Donc cette guerre en Ukraine, ça a été un puissant accélérateur, un wake-up call, comme on dit en mauvais français, dans la montée en gamme de l'Union européenne comme acteur de sécurité. Et je crois que le regard, la perception que les Américains ou l'OTAN ont de ce que nous faisons a changé, et a changé positivement parce qu'ils ont vu que nous étions capables de délivrer de façon concrète et efficace en faveur de l'Ukraine. On fait des choses que l'OTAN ne peut ou ne veut pas faire, des sanctions, le financement des armes pour un partenaire ou l'entraînement de soldats. Alors cette réaction sur l'Ukraine, elle s'inscrit dans un contexte plus général où l'Union européenne veut devenir un véritable acteur de sécurité plus efficace et plus crédible. Ce que l'on voit comme tendance lourde à Bruxelles, j'en suis un modeste témoin tous les jours, c'est la montée en puissance des sujets de sécurité et défense au niveau européen. Et en effet, si l'Union européenne veut compter sur la scène internationale et être un véritable acteur géopolitique, ou pour reprendre l'expression de Josep Borrell, être capable de parler le langage de la puissance, elle doit pouvoir, à l'évidence, mieux défendre ses intérêts et se doter en conséquence des moyens de le faire. 3 illustrations. 1. L'adoption de la boussole stratégique, ce document qui a été adopté par les 27 en mars 2022. C'est la première fois que l'Union européenne se dotait de l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler en France un livre blanc sur la défense européenne,
avec non seulement une analyse partagée des menaces, mais une liste concrète d'environ 80 actions précises. Parmi ces actions, je cite celle qui est la plus connue, c'est le lancement l'an prochain d'une capacité de déploiement rapide à hauteur de 5000 hommes, qui permettra par exemple de mener des opérations d'évacuation de citoyens européens ou de venir en aide à un pays menacé de déstabilisation. Deuxième exemple, le lancement de 7 nouvelles missions ou opérations de PSDC au cours du mandat de José Borrell. Lors du précédent mandat, il n'y en avait eu qu'une seule de lancée. En particulier, la mission que nous avons lancée le mois dernier en mer Rouge, qu'on appelle Aspides, pour contrer les attaques houtistes qui menacent la liberté de navigation. On a créé aussi 2 nouvelles missions civiles dans le pourtour oriental de l'Europe et dans des pays où nous n'avions pas du tout l'habitude d'aller. La Moldavie, où nous avons créé une mission civile pour aider la Moldavie à résister aux menaces hybrides en provenance de la Russie. L'autre exemple, c'est l'Arménie. Là aussi, c'est la première fois qu'on a des policiers européens déployés à la frontière avec l'Azerbaïdjan, dans un pays, l'Arménie, qui était considéré par la Russie comme soi-disant appartenant à sa sphère d'influence. Dernier exemple, la nouvelle initiative que nous venons de lancer de sécurité-défense pour les pays du Golfe de Guinée, pour tirer en particulier les conséquences de notre repli partiel du Sahel. Toutes ces missions, elles ont un point commun, on les a lancées rapidement, elles ont un caractère flexible et elles sont très ciblées sur les besoins de nos partenaires. Et ça, c'était quelque chose qui avait été revendiqué dans la boussole stratégique. Troisième et dernière illustration, c'est tout ce que nous faisons au niveau européen pour renforcer la résilience de l'Union européenne face aux menaces hybrides. Je pense à ce que nous faisons en matière de cyber, aux manipulations de l'information. Vous vous souvenez que quelques jours après le lancement de la guerre en Ukraine, l'Europe, là aussi c'était sans précédent, on avait suspendu immédiatement la diffusion de Russia Today et de Sputnik. Et aussi tout ce que nous faisons pour permettre à l'Union européenne de pouvoir accéder librement aux nouveaux espaces stratégiques et qui, vous le savez, sont de plus en plus contestés, le spatial, le maritime, l'aérien et le cyber. Je suis lucide, cette guerre en Ukraine, elle a été aussi en même temps un révélateur de nos faiblesses et de nos lacunes. Nous payons d'abord le prix de notre sous-investissement dans la défense au cours de la période post-guerre froide. On a non seulement sous-investi dans la défense, mais on l'a fait selon des logiques purement nationales. Je rappelle qu'en 2022, seulement 18% des achats d'équipements militaires ont été réalisés dans le cadre d'une coopération européenne. Ça veut dire que 82% étaient réalisés selon des logiques purement nationales. Par ailleurs, trop d'achats se sont faits en dehors de l'Union européenne. Là aussi, je vous donne un chiffre. Entre le début de la guerre, le 24 février 2022 et juin 2023, on considère que près de 80% des acquisitions des États membres se sont faites en dehors de l'Union européenne. Donc si je dois simplifier, le diagnostic aujourd'hui, c'est que les États membres achètent trop souvent seuls et à l'étranger. D'où le problème qui est celui d'une fragmentation du marché de la défense en Europe. Vous savez que, par exemple, c'est un chiffre qu'on a souvent mentionné, nous avons 17 types de chars en Europe, alors que les Américains n'en ont qu'un seul. Donc si l'Union européenne veut pouvoir peser davantage dans un monde à l'évidence devenu carnivore, elle doit investir davantage dans ses capacités de défense et elle doit muscler son industrie pour en faire un élément clé d'une souveraineté européenne. Mais ce débat, il n'est pas simple, car certains États membres restent parfois un peu tétanisés à l'idée que tout ce qui peut renforcer l'industrie de défense européenne puisse créer des tensions avec certains alliés de l'OTAN et que cela puisse affaiblir le lien transatlantique. Et donc certains préfèrent parfois acheter sur étagère à l'étranger tout de suite, ce qui est immédiatement disponible, plutôt que d'acheter à travers des coopérations européennes, parce que ce sont des procédures jugées parfois trop longues et complexes. La leçon qui s'impose pour moi, c'est qu'à l'évidence, on n'est pas passé en économie de guerre au niveau européen. Et on le voit clairement dans la mise en œuvre du plan munitions pour l'Ukraine. Vous savez que ce plan il avait été arrêté il y a un an, en mars 2023. L'objectif, c'était de livrer 1 million d'obus à l'Ukraine entre mars 2023 et mars 2024. C'est la première fois qu'on lançait au niveau européen un plan aussi ambitieux. On encourageait les États membres à vider leur stock en donnant des obus à l'Ukraine. On a mis 1 milliard d'euros de la FEP sur la table. On a encouragé aussi les États membres à acheter ensemble, comme on l'avait fait pour les vaccins et le Covid. Là aussi, on leur disait acheter ensemble des munitions de 155 auprès de l'industrie européenne. On mettait un 2e milliard sur la table. Et enfin, on lançait un programme pour soutenir l'industrie à produire plus de munitions, 500 millions d'euros. On a fait ce plan en 6 semaines, avec 2,5 milliards d'euros sur la table. Voilà, alors,
On atteindra l'objectif de livrer les munitions à l'Ukraine, ce million d'obus, non pas en mars, comme c'était prévu, on aura un peu de retard, on atteindra cet objectif avant la fin de l'année. Et si on n'est pas arrivé à remplir toute l'ambition de ce plan dans les délais prévus, je crois qu'il y a deux facteurs principaux. Un, c'est parce que l'industrie n'était pas prête pour produire autant et aussi vite. Elle souffre de goulets d'étranglement. Je prends un exemple que vous connaissez sûrement, c'est celui de l'approvisionnement en poudre. Nous manquons en Europe de poudre et on ne peut pas construire des obus si on n'a pas de poudre. Et le deuxième facteur, qui est peut-être le plus important, c'est que cette industrie de défense en Europe, elle n'a pas reçu suffisamment de commandes de la part des États membres. Vous avez probablement déjà souvent entendu le commissaire Thierry Breton insister sur le fait que l'industrie en Europe a la capacité de produire aujourd'hui 1 million de munitions de haut calibre, donc les fameuses munitions de 155. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle reçoive des commandes pour produire. Et donc j'insiste là-dessus. Le problème aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas la capacité de production, c'est le manque de financement et le manque de commandes. Et ce sujet des munitions en faveur de l'Ukraine, il reste au cœur, bien sûr, des débats à Bruxelles. Et vous savez qu'on en a parlé, on va encore en parler dans les prochains jours, notamment lors du Conseil européen qui se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles. Et vous savez aussi que dans ce cadre, il y a une initiative qui a été prise par la République tchèque pour voir si on ne pouvait pas acheter des munitions en urgence en dehors de l'Union européenne. J'en viens à ma deuxième partie. Quels sont les principaux défis pour l'Europe de la défense dans les prochains mois ? Le premier défi, et c'est pour moi la priorité numéro 1, c'est bien sûr poursuivre notre soutien militaire européen à l'Ukraine. C'est le dossier le plus urgent et sur lequel d'ailleurs la France est particulièrement en initiative. On l'a vu il y a 15 jours avec la réunion organisée à l'Élysée pour examiner de nouvelles options afin d'aider davantage et aussi différemment l'Ukraine. Au niveau de Bruxelles, après des mois de débats difficiles, je ne dois pas le cacher, on est en train de finaliser enfin les discussions sur la création d'un fonds d'assistance à l'Ukraine qui sera financé toujours dans le cadre de cette fameuse facilité européenne de paix. Vous vous souvenez que le mois dernier, les Européens, les 27, ont adopté une enveloppe de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine sur la période 2024-2027. Ça, c'est pour le volet civil. C'est pour aider l'Ukraine à continuer de fonctionner au niveau de l'État. Et bien maintenant, il faut adopter ce paquet militaire. Et donc, dans les prochains jours, on va conclure un accord avec une enveloppe, je l'espère, de 5 milliards d'euros pour poursuivre notre soutien militaire à l'Ukraine. Et la spécificité de ce nouveau fonds que nous mettons en place, c'est qu'on va donner une plus-value, enfin, on va mettre l'accent sur le fait que l'argent européen doit financer des projets européens, c'est-à-dire soit la poursuite de la formation de l'armée ukrainienne, soit on encourage les États membres à faire des acquisitions conjointes auprès de l'industrie de la défense. Donc je l'ai dit, cette négociation elle a été difficile, elle a commencé en juillet dernier. Il y a eu plusieurs problèmes à régler, un problème avec la Hongrie qui ne voulait plus soutenir l'aide militaire à l'Ukraine, l'Allemagne qui ne voulait plus payer pour la FEP car elle estime qu'elle fait déjà beaucoup à titre bilatéral, ce qui est vrai. Il y a eu aussi un autre sujet très sensible dont on a discuté, c'était de savoir quelle était la priorité qu'on devait donner à l'industrie européenne de défense pour les acquisitions conjointes. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, il y avait deux thèses qui s'affrontaient. Il y a ceux qui disent que la FEP, c'est d'abord un instrument pour aider l'Ukraine, ce n'est pas un outil de politique industrielle, et donc ce qu'il faut, c'est il ne faut pas s'interdire de faire des acquisitions partout, en Europe ou ailleurs, parce que ce qu'il faut, c'est aider rapidement l'Ukraine. Et puis vous aviez un autre groupe dans lequel se situait la France, qui considérait qu'on doit utiliser l'argent européen pour aider aussi nos entreprises européennes de défense, et car c'est aussi un bon moyen d'aider l'Ukraine dans la durée. Voilà, on est arrivé à un compromis très subtil, mais c'est un bon compromis, et cet accord sur ce nouveau fonds d'assistance pour l'Ukraine va nous permettre de boucler l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine sur les engagements de sécurité offerts à ce pays. Vous vous souvenez qu'il y a eu une déclaration en juillet 2023 à Vilnius pour offrir des engagements de sécurité à l'Ukraine. La France a signé récemment un accord, l'Italie, l'Allemagne, le Canada. Eh bien, l'Union européenne aussi va signer cet accord, je l'espère, dans les prochains mois, au cours du printemps. Et je n'ai pas besoin de vous dire que parmi ces engagements de sécurité, au-delà de tout ce que nous faisons en matière militaire, la livraison d'équipements, la formation, l'aide au déminage, etc., la principale garantie de sécurité que l'Union européenne peut offrir à l'Ukraine dans la durée, c'est à l'évidence sa future adhésion. Et c'est pourquoi cet accord de sécurité que nous conclurons, je l'espère, au printemps, aura une portée qui ira bien au-delà du volet strictement militaire. Ça, c'était la première priorité. La deuxième priorité, c'est soutenir plus résolument notre industrie de défense. C'est l'objet de la stratégie européenne pour l'industrie de défense qui a été présentée la semaine dernière par José Borrell et Thierry Breton.
Le message, il est simple de cette stratégie. On doit être capable de produire plus vite, ensemble, en Europe. L'Europe doit en effet mieux se préparer à la défense. C'est ce qu'on appelle en anglais le concept de defense readiness. C'est le concept à la mode à Bruxelles. Et pour ce faire, elle doit muscler sa base industrielle et technologique. Cette stratégie, elle est accompagnée d'un nouveau programme industriel de défense qu'on appelle EDIP. On est très fort à Bruxelles pour inventer des sigles et des acronymes, donc retenez celui-là. Un nouveau programme afin de pérenniser les programmes favorisant les acquisitions conjointes et le soutien à l'industrie. Je vous ai parlé tout à l'heure de ASAP et d'EDIRPA. EDIP va les pérenniser et leur donner davantage d'ampleur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette stratégie, on passe d'une logique d'urgence à une réponse structurée et de long terme de soutien à l'Ukraine. Ce qui est intéressant aussi dans cette stratégie, c'est qu'on va faire en sorte de traiter l'Ukraine comme si elle était presque déjà un État membre, en lui permettant de participer à des projets d'acquisition conjointe ou de soutenir son industrie pour l'aider à produire davantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en se renforçant nous-mêmes, en produisant plus en Europe, on pourra aussi continuer à aider l'Ukraine dans la durée. Mais au-delà de cette stratégie importante, et je crois très bienvenue, le nerf de la guerre sera de s'attaquer dès que possible au financement de cet effort indispensable que doit mener l'Europe pour sa propre sécurité. EDIP, c'est 1,5 milliard d'euros pour la période 2025-2027. On aurait bien sûr voulu beaucoup plus, le commissaire Breton en premier. Mais nous avons nos limites budgétaires. J'espère que le prochain cadre multi-annuel financier qui couvrira la période 2028-2034 aura un montant beaucoup plus ambitieux. Dans l'immédiat, il est clair que cette question du financement de notre effort de défense, il est sur la table. Il sera discuté dans les prochaines semaines et prochains mois. Il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées dans le débat public. J'aimerais les rappeler brièvement. Un, c'est demander à la Banque européenne d'investissement de financer l'industrie de défense et pas seulement les biens double usage. Et si la Banque européenne d'investissement assouplit sa politique, nous pensons que cela aura un effet d'entraînement pour avoir un meilleur accès au financement privé pour les PME du secteur de la défense. En clair, il ne faut pas que l'industrie de la défense soit traitée comme une industrie toxique, comme celle, par exemple, du tabac. Il est indispensable que la défense puisse être mieux financée par le secteur bancaire. La deuxième piste qui est sur la table, c'est souvent débattu dans la presse, c'est la piste des eurobonds sur le modèle du Covid. C'est un sujet qui est défendu en particulier par le président de la République, par la première ministre d'Estonie, par le président du Conseil européen Charles Michel ou par le commissaire Breton. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas consensuel. Il y a des pays qui poussent, il y a des pays qui n'en veulent pas. On verra, mais je pense que c'est un sujet qui animera le débat public à Bruxelles dans les prochains mois. Et puis la dernière piste qui est aussi intéressante, c'est d'utiliser les revenus des actifs gelés de la Banque centrale de Russie, en particulier pour acheter des armes pour l'Ukraine via la Facilité européenne de paix. Josep Borrell pousse en ce sens et j'espère que nous pourrons aussi avoir l'accord des 27 sur ce sujet. Troisième et dernière priorité, j'accélère, c'est renforcer le pilier européen de l'OTAN. Là, on a tous en tête, bien sûr, ce qui va se passer aux États-Unis en novembre prochain. On a tous en tête certaines déclarations de Donald Trump sur sa possible remise en cause de la portée de l'article 5 de l'OTAN et le risque, à cette occasion, de voir le lien transatlantique fortement secoué. On doit se préparer en tant qu'Européens à un tel scénario, mais je crois en même temps qu'il faut garder notre sang-froid et ne pas pour autant changer le cap. Si nous estimons nécessaire d'investir plus dans la défense et respecter les fameux 2% du PIB fixés par l'OTAN, ce n'est pas parce que Trump nous le réclame avec son style bien à lui, c'est parce que nous le faisons d'abord, tout simplement pour nous-mêmes, parce que c'est notre intérêt stratégique au vu des menaces croissantes auxquelles nous devons faire face, nous, Européens. Et de surcroît, si on prend un peu de recul, on sait que la priorité américaine depuis une décennie, depuis l'administration Obama, c'est l'Indo-Pacifique et la menace chinoise. Et on sait que les Américains ne pourront probablement pas s'engager avec la même intensité sur deux théâtres parallèles, par hypothèse l'Ukraine et Taïwan. Donc, et je pense que tout ceci ne changera pas en novembre prochain. Donc il est indispensable d'avoir un meilleur partage du fardeau. Donc en augmentant nos dépenses de défense en Europe, nous contribuons à ce meilleur partage du fardeau. Nous contribuons à avoir une alliance plus équilibrée, avec un pilier européen plus fort. Et je vous rappelle qu'avec l'adhésion de la Suède, nous avons maintenant 23 alliés sur 32 qui sont aussi membres de l'Union européenne. Donc il est capital que l'Europe
développe son autonomie stratégique, sa responsabilité stratégique, et qu'elle puisse compter sur ses propres forces, parce qu'il y aura en effet, à mon avis, de plus en plus de situations, de crises où ni l'OTAN, ni les Américains ne voudront intervenir. Je pense à des crises qui peuvent intervenir dans notre voisinage ou dans certains pays africains. Et donc il est aussi, dans ce contexte, obligatoire pour nous de nous doter des moyens capacitaires pour nous projeter, si besoin, et d'avoir aussi l'obligation de produire plus en Europe. C'est ce que je viens d'indiquer. Et donc je crois qu'en faisant cela, non seulement on s'aide nous-mêmes pour affronter un environnement de plus en plus dangereux, on aide l'Ukraine, mais aussi c'est une bonne nouvelle pour l'OTAN, parce que l'Europe de la défense agit à l'évidence de façon complémentaire à l'OTAN, et tout ce qui renforce l'Europe de la défense, tout ce qui renforce le pilier européen de l'OTAN, contribue positivement à la sécurité transatlantique. Je conclus en disant, que l'Europe, elle a longtemps été vue avant tout comme un grand marché et une puissance normative. Et moi, ce qui me frappe avec cette guerre en Ukraine, c'est que je crois que ce regard change progressivement. Et on voit que l'Europe est en train aussi de monter comme puissance géopolitique. Alors là aussi, je reste humble. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de défis à relever qui sont immenses. Au plan externe, je n'ai pas eu le temps d'en parler, il y a la guerre informationnelle, qui est tout aussi ce qu'on appelle la bataille des narratifs, qui est presque plus importante aujourd'hui que la guerre sur le terrain. Deuxième exemple, c'est les difficultés que nous avons, nous, Européens, à convaincre ce qu'on appelle le Sud global, que la guerre en Ukraine, n'est pas la guerre de l'Ouest contre le reste, West against the rest, mais cette guerre, elle remet en cause le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international. Et c'est ça qu'il faut sans arrêt que nous rappelions aux pays d'Amérique latine, aux pays d'Asie et aux pays d'Afrique. Je ne sous-estime pas non plus les contraintes internes aux 27 pour faire pousser cette Europe de la défense. Il y a à l'évidence encore parfois des différences de perception stratégique au sein des États membres. On l'a vu par exemple dans les divisions européennes sur Gaza ou sur le Sahel. Les contraintes du vote à l'unanimité, les contraintes budgétaires, je l'ai mentionné tout à l'heure, il faudra investir plus dans la défense au niveau européen, et puis les rivalités industrielles entre Européens. Là aussi, c'est un sujet que je ne peux pas mettre sous le tapis. Mais comme toutes les autres politiques de l'Union européenne, je pense que l'Europe de la défense, elle se construira pas à pas, compromis après compromis, et que la guerre en Ukraine joue et continuera de jouer un rôle d'accélérateur pour l'Europe de la défense, à condition que cela se fasse en bonne intelligence et en complémentarité avec l'OTAN. Et je pense enfin que ces progrès, ils sont souhaités par les opinions publiques européennes, surtout en France, où je crois que le thème d'une Europe puissance et d'une Europe qui protège est un leitmotiv de notre politique étrangère depuis des décennies. Je n'ai pas besoin de souligner que la France, elle joue un rôle moteur dans la construction de cette Europe de la défense, que le volontarisme français nous aide à Bruxelles à promouvoir un agenda de souveraineté européenne. Et j'espère aussi que la campagne des élections européennes qui a été lancée mettra ce sujet au cœur des débats, ce qui aura aussi des conséquences sur le programme et la composition de la prochaine Commission, ainsi que sur l'agenda stratégique de la prochaine législature. Merci de votre attention.